L'aggravation soudaine des escarmouches dans la zone contestée obligea le commandant en chef, le mystérieux colonel Boumedienne, que personne ne peut approcher, à acheminer rapidement des troupes au Sahara. Des troupes seulement, car les MiG qu'un destin ironique a fait offrir par le Maroc à l'Algérie indépendante il y a 1 an ne peuvent être utilisés. Le commandement français de l'aérodrome de Colombey-Char n'a autorisé que les mouvements d'avions civils. Et Colombey-Char, c'est loin du front. L'avion devra faire encore 700 km en direction du sud. Et une fois posé sur la piste incertaine de Timfouchi, les combattants marcheront 30 à 40 km avant d'arriver dans la région des combats. Un décor déconcertant pour ces Djounoud, on les appelle toujours ainsi, anciens combattants des maquis de montagne pour la plupart, qui sont livrés pour la première fois à un combat face à face, un combat dans le désert. L'enjeu de ces combats, un minuscule point d'eau que ne peuvent même pas utiliser les adversaires. La route de ce qu'il faut bien appeler le front, d'autres la parcourent en sens inverse. Pour ceux-là, la guerre est terminée. L'adversaire n'a pas seul causé ses souffrances. Le feu du ciel saharien, en chauffant à rouge les canons d'armes dont ils ne savent pas toujours très bien se servir, a cruellement brûlé aux mains de nombreux combattants. À Colombey-Char encore, l'hôpital le plus proche, sont soignés là, blessés algériens et prisonniers marocains. L'un de ceux-ci nous raconte sa guerre. Où est-ce que vous avez été blessé? À Hassit el-Baïda. À Hassi Beida? Oui. C'est un territoire algérien. Ah, ça, moi, je ne sais pas si c'est un territoire marocain ou algérien. Moi, je suis arrivé le jour où on a été attaqué, le 8 octobre. Est-ce que vous saviez où vous alliez et pour quelle raison? On est parti pour monter la garde comme avant. Lorsque moi je suis arrivé le jour où était l'attaque, avant l'attaque d'1 heure moins quart. Alors j'ai entendu notre Mokhazni qui nous dit, il y a un capitaine de l'armée algérienne qui s'est présenté au bivouac pour nous dire qu'il faut qu'il se déménage de... Est-ce que les gradés savaient s'ils étaient, eux, en territoire algérien ou en territoire marocain? Ah, ça, je peux pas vous dire. Je sais pas s'ils savent ou s'ils savent pas. Quant aux morts, leur nombre est impossible à connaître. Au premier, tués en Kabylie ou tués à la frontière, Alger a fait des obsèques solennelles. Le président Ben Bella y assistait. La population aussi. Elle est ainsi prise à témoin de ce que l'on appelle là-bas les crimes des impérialistes. C'est que pour Ben Bella, la guerre se fait aussi par l'action psychologique. Et sur le forum, il s'en prend au plus proche ministre du roi Hassan. Je dis à monsieur Guédira, à monsieur le ministre Guédira, qui a annoncé l'occupation de Hassi al-Baïdaï de Tinjoub, défendu par nos 400 soldats qui s'est trompé que ces informations sont fausses, car Tinjoub et Al-Baïda sont entre les mains de l'armée de libération nationale. La presse est aussi mobilisée. Par précaution, les journaux étrangers, français surtout, sont interdits. Un seul a trouvé grâce devant les censeurs algériens. Pendant ce temps, les organes locaux se déchaînent contre le Maroc, entretiennent l'exaltation des volontaires qui affluent au centre de recrutement, donnent de rares nouvelles des combats et vilipendent la monarchie marocaine.
Mais le ton de la presse d'Alger n'est encore rien à côté de celui adopté par la radio entre deux hymnes militaires. La mobilisation du peuple algérien saura mettre un terme aux menées impérialistes des puissants féodaux marocains qui, dans l'inquiétude où ils sont de voir leur peuple les renverser, n'ont pas hésité à attaquer l'Algérie. La monarchie marocaine n'a plus sa place dans le concert des nations africaines. Elle sait que son pouvoir ne repose que sur les forces impérialistes. Les dirigeants féodaux de Rabat, reniant les décisions prises à Bandung, au Caire et à Addis Abeba, font volte-face, mettent leur âme à nu, une âme qui n'est pas belle à voir. Un jour, le Maghreb se fera. Rabat sera toujours Rabat, mais les hommes qui régneront sur les destinées du pays frère seront issus du peuple, du vaillant peuple marocain. Le Maghreb arabe se fera à la barbe de tous les gros bourgeois algériens et des féodaux marocains. Aucun roi, aucun roitelet, aucun oiseau, aucun oisillon de mauvais augure ne freinera nos deux peuples dans leur marche vers l'édification d'une société humaine et unie comme les doigts de la main. Le climat de la guerre a précipité l'évolution de l'Algérie vers un style qui fait penser à celui de Cuba. Défilé de volontaires, adoption du treillis par tous les militants et tous les responsables, ministres y compris, banderoles et affiches qui rappellent à tous, Algériens ou visiteurs, les mots d'ordre permanents de la révolution socialiste et les slogans anti-marocains de circonstance. La capitale, cependant, paraît calme, paisible. Cette impression est-elle fondée? À l'université, nous sommes allés le demander à des étudiants algériens. Et par exemple, les événements qui se passent en ce moment à vos frontières, ça vous inquiète beaucoup? Bien entendu, c'est évident que ça m'inquiète. Étant donné que l'histoire de frontières ne peut me laisser indifférent. Vous pensez que ce que vous appelez l'agression marocaine est injustifiée, hein? Justifié ou injustifié, pour nous, nous ne voyons pas pourquoi les frontières ont été respectées tant que la France était là et que maintenant, ils nous prennent Tindouf. Toutes les richesses, ou la plupart, les richesses sahariennes sont accumulées là-bas. Point de vue fer, par exemple, je ne vous apprends rien. Est-ce que ça vous choque pas un peu, cette lutte entre deux peuples du Maghreb? Ça choque d'autant plus que c'est des pays qui, soi-disant, ont combattu ensemble pour la liberté. C'est une agression, c'est un crime. Vous croyez qu'il en restera quelque chose entre vous les Marocains qui... On n'en veut pas aux Marocains. On en veut surtout à la monarchie et non pas aux Marocains. Je pense, oui, que la responsabilité est celle du régime et non pas celle du peuple. Vous croyez que c'est plus une opposition entre, par exemple, deux régimes qu'une opposition pour véritablement un tracé de frontière? Je pense, oui. Les Marocains installés en Algérie ne croient-ils pas à cette distinction entre la monarchie et le peuple, qui se bousculent en tout cas devant leur consulat pour obtenir un rapatriement rapide? Ils craignent, eux, que le conflit dure longtemps. Et le président de l'Algérie, lui, que pense-t-il de tout cela? Nous sommes naturellement allés le lui demander. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous demander, s'il vous plaît, de nous faire rapidement l'historique des événements qui ont amené cette détérioration des rapports entre l'Algérie et le Maroc. Eh bien, l'historique, je crois que on peut résumer cela ainsi. Nous avons appris que tous les postes en territoire algérien avaient été occupés à Al-Bayda et Tindouf, à 50 km à l'intérieur du territoire algérien. Nos troupes ont intervenu normalement, comme ils font d'ailleurs assez souvent avec les troupes marocaines. Et ordinairement, les choses se passent, sinon amicalement, du moins correctement, raccompagnent ces troupes jusqu'à la frontière. Malheureusement, ce jour-là, tel n'a pas été le cas. Au moment où nos troupes sont intervenues, il y eut échange de coups de feu. Pour nous, c'est très simple. On a voulu nous mettre devant le fait accompli. Et on a compté sur le nombre d'avions et de chars et de moyens que nous n'avons pas, bien sûr.
car nous sommes indépendants depuis un an. Nous n'avons pas beaucoup pensé à acheter des avions ni des tanks. Nous avons pensé à faire autre chose. Nous nous sommes occupés de l'autogestion, nous nous sommes occupés de mener une action que nous estimons plus valable. Une action en profondeur pour changer les structures de notre pays. Vous dites aussi, je crois, qu'il y a un conflit idéologique également entre un régime monarchique, traditionnel, et un régime socialiste. Nous pensons que cela aussi entre en ligne de compte. Je vous cite un exemple. À la frontière marocaine, eh bien, prenez la frontière de ce côté, ben, c'est l'autogestion. À 500 mètres au-delà, c'est le régime du Pacha, du Caïd, et c'est le régime du Moyen-Âge. Voilà la réalité. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Vous recherchez, je crois, un arbitrage dans ce conflit. Et il semble que vous ayez préféré un arbitrage du Maghreb ou un arbitrage de la Ligue arabe. Vous ayez préféré nettement un arbitrage africain, un arbitrage de l'organisation d'Addis Abeba. Je ne me trompe pas. Bien, nous avons cherché cet arbitrage car cela correspond à nos options. Notre option fondamentale est une option africaine sur le plan extérieur. Nous venons de participer à la conférence d'Addis Abeba, de signer, d'accepter la charte d'Addis Abeba. Nous pensons que c'est le cadre le plus naturel pour résoudre ces problèmes. Car il y a ceci, il y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique. Car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Vous voyez la carte d'Al al-Fassi. La carte d'Al al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire et nous a demandé de nous associer à sa protestation. Donc le plus important pour vous, c'est que ce problème des frontières avec le Maroc et d'une façon générale en Afrique soit réglé définitivement et non pas que Sa Majesté le roi Hassan quitte le pouvoir au Maroc. Ça n'est pas ça le plus important. Non. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. Je ne peux pas ne pas vous demander, Monsieur le Président, avant de vous quitter, comment vont les relations avec la France? Eh bien, se porte pas mal, avec des hauts et des bas, mais elles ne sont pas mauvaises. Elles demeurent correctes, malgré tout. Et je dois dire, elles demeurent correctes malgré ce qui se passe actuellement. Et justement, je suis heureux de pouvoir souligner combien nos relations n'ont absolument aucune façon été obérées par quelque action que ce soit précisément durant cette épreuve, durant des événements qui sont déroulés ces jours et qui continuent à se dérouler. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que la France a conservé la plus grande neutralité? Absolument. Vous en êtes content, bien sûr. Il reste, Monsieur le Président, que en France, on ne comprend pas, et vous le savez bien d'ailleurs, toujours ce que l'on fait ici, et on vous reproche souvent, plus que les mesures que vous prenez, la façon dont vous les prenez. On trouve certaines expressions, certaines propagandes, certains gestes choquants, d'autant plus que le gouvernement français et le peuple français n'a jamais manifesté d'hostilité en face de votre expérience socialiste.
En tout cas, je puis dire ceci, c'est que nous n'avons pas du tout l'intention d'être choquants quand nous prenons ces mesures. Et simplement ceci, c'est que chez nous, il faut absolument régler certains problèmes et les régler rapidement. Les régler en fonction d'une gestation politique qui se fait, qu'il faut les régler dans leur temps aussi. Quelquefois, bien sûr, cela peut paraître choquant de prendre des mesures rapides. Quand on mange bien, quand on se remplit le ventre bien, on n'est pas pressé. Ici, beaucoup de gens ont faim, beaucoup de gens ont des problèmes qui sont posés et qui voudraient les voir réglés. Et c'est ce qui explique que très souvent notre action n'est pas très bien comprise. Le reste, bien, peut-être qu'on estime que ce style peut choquer, mais je pense qu'on ne doit pas tenir compte de cela, que cela est secondaire au fond, et que ce qui compte, ce sont les intérêts réels, véritables de la France. Non pas les intérêts privés de tel ou tel, mais les intérêts réels de la France. Et cela, sincèrement, nous faisons tout pour qu'il soit sauvegardé, car nous estimons que cela n'est pas seulement l'intérêt de la France, mais aussi notre intérêt. On vous prête des intentions. On dit, par exemple, on entend dire en France que vous voulez dénoncer les accords d'Évian, vous voulez nationaliser les pétroles. Est-ce que tout cela est fondé ou est-ce... Je n'ai jamais dénoncé les accords d'Évian. J'ai dit que les accords d'Évian ont été conçus dans des conditions, ont été le fait d'accords circonstanciels. Qu'il fallait les faire et qu'il était sage de les avoir fait à ce moment-là. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été le produit des circonstances particulières. Il fallait faire la paix à tout prix, car il y avait un drame qui existait dans ce pays. Il fallait absolument qu'un accord intervienne. Et personnellement, je suis le premier à avoir apporté mon accord à ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que, obligatoirement, ces accords sont ce qu'il y a de mieux pour régir des rapports durables entre deux pays. Il n'est pas question, maintenant pour la seconde question que vous avez posée, il n'est pas question pour nous de nationaliser les pétroles. Nous estimons qu'on a fait la portion congrue à l'Algérie, et précisément en raison de ces circonstances exceptionnelles. Et nous estimons quand même qu'il faut aussi revoir cela. Mais il n'a pas été question, et il n'est pas question de nationaliser les pétroles.